Comment faire un commentaire composé sur un poème? Je vais vous montrer pas à pas comment appliquer ma méthodologie sur un poème des Fleurs du Mal de Baudelaire, La Cloche fêlée. Pas besoin de connaître ce poème pour suivre ma vidéo, nous allons le découvrir ensemble pas à pas. Ma méthodologie contient 5 grilles de lecture et toute une série de conseils pour réaliser le plan, la problématique, l'intro et la conclusion. Le poème La Cloche fêlée est le 76e poème des Fleurs du Mal de Baudelaire, dans la première partie intitulée Spleen et idéal. Quand on regarde la structure du recueil, on peut voir que La Cloche fêlée introduit 4 poèmes qui s'intitulent Spleen. Ce sonnet prépare et annonce la venue du spleen. Qu'est-ce que le spleen? Baudelaire emprunte ce terme à l'anglais pour désigner une émotion de lassitude et de désespoir. Il renouvelle en fait le thème de la mélancolie qui est très présent à travers l'histoire des arts. Je vous laisse mettre en pause si vous voulez lire ce poème. Vous pouvez aussi vous rendre en description pour télécharger le document PDF. Première grille, la structure du poème. Premier point à regarder quand on a un poème, la métrique. Comment sont organisés les vers et les rimes. D'abord, ce poème de Baudelaire correspond à une forme fixe en poésie qui s'appelle le sonnet et qui s'organise toujours de cette manière, 2-4-1, 2 tercets, c'est-à-dire 2 strophes de 4 vers et 2 strophes de 3 vers. Quel est l'intérêt de cette forme? Eh bien, elle permet de condenser les effets du poème dans une pointe finale. En général, on trouve un moment de basculement au niveau du premier tercet. C'est le cas dans notre poème, vous allez voir. Je vous propose de noter sur une feuille de brouillon toutes nos trouvailles. Les rimes maintenant. D'abord des rimes croisées dans les quatrains, puis des rimes plates dans les tercets. L'effet d'uniformité de ces rimes plates est même renforcé par le son « i » qui revient 4 fois. Cette platitude finale donne une sensation d'ennui. On devine déjà que ces vers vont correspondre à l'arrivée du spleen. Toujours concernant les rimes, traditionnellement, Baudelaire alterne les rimes féminines et les rimes masculines. Les rimes féminines se terminent avec un « e » muet, les rimes masculines sont toutes les autres. C'est une manière de jouer avec des échanges et de créer comme un effet de polyphonie, une variété de voix qui s'élève à travers le poème. Quelques rimes signifiantes se détachent. Les ennuis riment avec la nuit. Or, cette nuit est présente dès le premier vers. On peut même noter la rime interne. Nuit d'hiver rime avec le mot amer. Toutes ces rimes dysphoriques indiquent bien que le spleen menace dès le début du sonnet. Dans la poésie, on peut souvent trouver la présence de diverses voix. Les verbes de parole vont nous aider ici. D'abord, les carillons qui chantent sont mis en parallèle avec les souvenirs lointains. Puis, lui répond la vieille cloche qui jette un cri comme un vieux soldat. Enfin, la parole est prise par l'âme fêlée du poète qui voudrait chanter, mais dont la voix affaiblie ressemble à un râle. Vous voyez que ces voix découpent bien notre texte en 3 parties. Ce poème de Baudelaire est polyphonique, organisé autour d'au moins 3 voix. Notre poème ne contient presque pas de lien logique, nous avons uniquement la conjonction de coordination « et », amer et doux, qui palpite et qui fume, alerte et bien portante. Le poète ajoute des détails qui insistent sur la vie, la douceur de vivre près du feu malgré l'hiver, la vigueur de la cloche bien portante. Les 2 dernières conjonctions de coordination sont plutôt du côté de la soustraction, et lorsqu'elle veut chanter, elle est affaiblie. Nous sommes désormais dans une logique d'aggravation. La dernière conjonction de coordination conduit même vers la mort, un blessé qu'on oublie et qui meurt. Ces 2 conjonctions de coordination sont donc du côté de l'exténuation et de la mort. Deuxième grille, regardons maintenant les personnes et les sujets des phrases. Dans notre poème, les sujets des phrases deviennent systématiquement des personnages. Nous avons donc toute une série de personnifications qui font apparaître des métaphores. Le feu palpite comme un cœur, il est donc vivant. Les souvenirs s'élèvent et les carillons chantent comme des oiseaux. Peut-être même qu'ils annoncent le printemps après l'hiver. C'est donc encore ici un signe de vie. On peut donc noter ces différentes métaphores du côté de la vie. On peut même aller plus loin en cherchant ici une allégorie, c'est-à-dire qu'une idée abstraite est représentée sous la forme d'un personnage ou d'une image concrète. Regardez, les carillons ont un point commun avec le poète, ils chantent et surtout ils nous guident à travers la brume. On peut penser à la figure antique du poète Orphée qui guide sa bien-aimée Eurydice pour sortir des enfers. Comme lui, le poète montre le chemin. Si les carillons sont des poèmes, on devine que la cloche fêlée va aussi représenter une forme de poésie. On peut donc déjà dire que ce passage révèle la volonté de Baudelaire de faire une grande allégorie à travers ce sonnet. Dans le deuxième quatrain, 2 sujets se détachent et construisent une personnification. La cloche jette un cri comme un vieux soldat qui veille. Les 2 lancent une alerte car le spleen arrive. Cet avertissement annonce en effet le basculement imminent du poème dans l'ennui et l'angoisse de la mort. Dans la phrase suivante, le sujet de la phrase est encore une personnification. L'âme du poète veut chanter, mais elle est fêlée. C'est la cloche fêlée qui donne son titre au poème. Le point commun entre les 2, c'est la voix affaiblie. En face d'une poétique grandiose et combative, comme on peut la trouver chez Victor Hugo par exemple, Baudelaire montre un poète agonisant, qui fait d'immenses efforts sans résultat. Cette métaphore qui est au cœur du sonnet parle donc du travail d'écriture du poète. La métaphore est filée car cette voix affaiblie est elle-même personnifiée en soldat blessé. Le point commun entre les 2, c'est une agonie douloureuse, mourir dans d'immenses efforts.
L'exténuation et la mort sont alors associées au pénible travail d'écriture du poète. Les chants qui peuplent l'air froid des nuits. Dans cette personnification, Baudelaire compare ses poèmes à des habitants des nuits. On comprend que sa poésie ne peut surgir que des lieux les plus sombres, comme des fleurs qui poussent dans le mal. C'est un véritable manifeste esthétique que Baudelaire met en place ici. Pour lui, la beauté peut prendre ses racines dans les matières les moins nobles et les plus effroyables. Comment fonctionnent les reprises pronominales et anaphoriques dans ce sonnet? La plupart des sujets que nous avons vus sont développés par des subordonnés relatifs. Regardez, le feu qui palpite et qui fume, les carillons qui chantent, la cloche qui jette un cri, le vieux soldat qui veille, le blessé qu'on oublie et qui meurt. À l'image des fleurs qui poussent sur n'importe quelle terre, dans notre poème, chaque élément s'anime et génère ses propres images. Baudelaire montre une grande puissance d'imagination. Je vous propose de regarder maintenant les tournures impersonnelles et le pronom indéfini « on ». Il me semble que ces trois éléments mettent en place un véritable schéma de communication. Il est amer et doux, c'est l'émotion esthétique. Il arrive souvent que sa voix affaiblit, met en scène le poète. Un blessé qu'on oublie, le pronom indéfini « on » désigne les lecteurs. À travers ces voix qui peuplent le poème, Baudelaire semble s'adresser directement au lecteur. Dernier élément révélateur concernant les pronoms personnels, la première personne du singulier est redoublée, moi, mon âme est fêlée, et devient aussitôt une troisième personne du singulier, elle veut de ces chants peupler l'air froid des nuits. Le moment de basculement du sonnet correspond à l'arrivée de la voix du poète. Les verbes psychologiques créent un système d'opposition à travers le poème. L'âme veut peupler l'air de ses chants, mais elle n'est finalement qu'un blessé qu'on oublie. Cet oubli final vient nier la volonté, mais aussi les souvenirs de la première partie du poème. Tout cela exprime la dégradation de la voix du poète, son inspiration défaillante et donc la difficulté croissante de l'écriture. Pour des raisons pratiques, je propose de revenir un peu plus tard sur les perceptions car vous verrez qu'elles sont associées aux images. Troisième grille, l'espace et le temps. Je vais tout de suite faire un sort aux verbes de mouvement et d'action. Fumer traduit un mouvement vers le haut. De même, les souvenirs s'élèvent. Dans le deuxième quatrain, la cloche est bien portante. D'ailleurs, on parle communément d'une voix qui porte. La cloche jette un cri. Le mouvement est vif, en hauteur. Au contraire, à la fin du poème, les verbes de mouvement sont niés, sans bouger. Les mouvements opposent donc l'élévation du côté de la vie et l'immobilité du côté de la mort. Regardons maintenant la valeur des temps. Tout d'abord, les trois infinitifs, écouter, s'élever, peupler, inscrivent ces actions hors du temps. L'infinitif est en effet un mode impersonnel et intemporel. Tout cela contribue à créer une grande allégorie qui oppose divers types d'expressions poétiques. Les trois verbes au présent de vérité générale vont dans le même sens. Ils introduisent des verbes au présent de description, qui prennent alors une dimension symbolique. C'est le fil rouge de notre poème. Chaque présent de vérité générale introduit une sorte de cloche, qui est l'allégorie d'une forme d'art, les carillons, la cloche au gosier vigoureux et enfin la cloche fêlée. Premier verbe au présent de vérité générale, il est amer et doux. La sensation douce et amère de l'hiver au coin du feu est une véritable image d'Épinal, avec le feu qui palpite et qui fume. Les carillons qui chantent sont au pluriel. Ils représentent des formes d'art variées, peut-être les arts populaires, les chansons, les almanachs. En tout cas, ils représentent une forme d'inspiration spontanée et facile, qui vient comme un air qu'on écoute. Deuxième verbe au présent de vérité générale, la cloche au gosier vigoureux jette son cri. Cette cloche représente un art encore plein de vigueur, elle est bien portante. C'est un art ancien par sa vieillesse. Il s'agit d'un art sacré avec le cri religieux, ou encore d'un art engagé, comparable au vieux soldat qui veille. Avec cette métaphore, Baudelaire nous donne à voir un art du passé, triomphant et sûr de lui, le classicisme serein qui s'oppose à la modernité angoissée. Troisième verbe au présent de vérité générale, il arrive souvent que sa voix affaiblit. Dans ce contexte, la voix affaiblie de Baudelaire représente une esthétique nouvelle, un art sombre et hanté par la mort. Ces présents de vérité générale révèlent un véritable manifeste esthétique. Nous pouvons maintenant dire que ce poème est un apologue, une petite histoire qui sert de support à une argumentation, comme dans les fables par exemple. Baudelaire représente sa propre conception de l'art à travers une série de symboles qui construisent un véritable manifeste esthétique. Mais pourquoi Baudelaire fait-il cette association entre la modernité et le mal-être, le spleen ? Le 19e siècle célèbre l'idée de progrès. Les expositions universelles font résonner l'idée que la révolution industrielle tire l'humanité vers le haut. Baudelaire, au contraire, ne croit pas du tout à la notion de progrès. À propos de l'exposition universelle de 1855, il écrit « Il est une erreur fort à la mode, de laquelle je veux me garder comme de l'enfer. Je veux parler de l'idée du progrès, cette lanterne moderne qui jette les ténèbres sur tous les objets de la connaissance. » En effet, pour Baudelaire, son siècle est un siècle de décadence. Cela explique le paysage apocalyptique final, peuplé l'air froid des nuits au bord d'un lac de sang sous un grand tas de morts. Cette description saisissante est une hypotypose, où on donne à voir une scène animée et frappante. Baudelaire termine sur une évocation saisissante du spleen qui détruit toute inspiration.
Avec ce tableau, Baudelaire renouvelle la tradition du paysage état d'âme. On peut penser aux méditations poétiques de Lamartine avec le vallon ou le lac. Mais ici, Baudelaire détourne ces images pour nous montrer un monde désespérant, loin des exaltations des premiers romantiques. Quatrième grille, la syntaxe et le rythme. On peut commencer par regarder la ponctuation forte et la longueur des phrases. Les 2 premiers quatrains ont un rythme calme et naturel, sans interruption, et se terminent avec un moment d'exaltation représenté par le point d'exclamation. On est du côté de l'inspiration et de l'idéal. Mais ce point d'exclamation marque très exactement le moment de séparation entre la cloche au gosier vigoureux et la cloche fêlée. On voit que cette fêlure est pour ainsi dire inscrite dans la structure même du poème et provoque un véritable basculement. Dans la deuxième partie du poème, les 2 tercets constituent une seule et même phrase avec un enjambement. La phrase dépasse d'un vers à l'autre. C'est même ici un cas particulièrement audacieux puisque la phrase déborde carrément d'une strophe à l'autre. Cet aspect un peu bancal du poème accentue la dissonance de la cloche fêlée et représente le travail de l'écriture propre à la modernité qui s'affranchit progressivement des règles classiques. Baudelaire sera d'ailleurs l'un des premiers à écrire de la poésie en prose avec un recueil, le Spleen de Paris. La phrase qui couvre les 2 tercets est indéfiniment prolongée avec une accumulation de compléments circonstanciels de temps, de lieu, de manière. C'est une figure de style qu'on appelle l'hyperbate. On prolonge une phrase qui semblait terminée. Quel est l'effet produit par ce procédé ? Le lecteur ne peut pas reprendre son souffle. La syntaxe illustre ici l'exténuation et la mort de l'inspiration. 5e grille, les images. Vous allez voir que les 3 verbes d'état fonctionnent avec les perceptions. Regardez, il est amer et doux d'écouter. C'est un verbe d'état. Quel est le sujet de ce verbe être ? Le fait d'écouter. Le feu qui palpite, les carillons qui chantent. Cette ambiance sonore accompagne d'autres sensations. Le goût amer et doux, la chaleur du feu et le froid de l'hiver. Toutes ces sensations font surgir un premier paysage, une allégorie de la nostalgie, du côté de l'idéal. 2e verbe d'état, mon âme est fêlée. Ici encore, le verbe être introduit un son, le tintement de la cloche fêlée. De même, pour le dernier verbe d'état, sa voix affaiblie semble le râle épais d'un blessé qu'on oublie. La voix devient un râle. Nous sommes dans un processus de dégradation. Ces verbes désagrègent progressivement l'ambiance sonore vers la mort. Regardez comment les perceptions évoluent. Le feu chaud et lumineux est remplacé par l'air froid des nuits. Et bientôt, l'air même n'existe plus puisqu'il est remplacé par un grand tas de morts avec la sensation d'étouffement. Dans le spleen, le ciel menace sans cesse de se métamorphoser en quelque chose de lourd et d'écrasant. La dernière image de notre poème va dans le même sens. Un champ lexical traverse tout le poème, celui de la voix. Bruit, carillon, chante, cloche, gosier, cri, chant, voix, râle. En même temps, des allitérations en que et en le rappellent le son des carillons et le titre du poème. Les sonorités contribuent bien à la dimension polyphonique du sonnet, où les différentes formes poétiques se répondent à travers l'histoire littéraire. Que nous apprennent les adjectifs sur les différentes étapes du poème ? Baudelaire utilise un cliché littéraire pour décrire la nostalgie, lointaine, mêlant l'amertume et la douceur. On peut penser au regret de Du Bellay par exemple. Chez Baudelaire, les lieux communs font toujours référence à la poésie ancienne. Le 2e quatrain décrit une poésie triomphante avec des adjectifs positifs. Vigoureux, alerte, bien portante. C'est une poésie qui a duré longtemps. Le soldat vieux est une incarnation de la cloche qui est également vieille. Ces images font encore allusion à la poésie ancienne. Un autre adjectif caractérise l'art du passé, le mot religieux qui est en plus souligné par la diérèse. La métrique nous oblige à prononcer les 2 voyelles consécutives comme 2 pieds séparés. Avec cette image de la cloche de l'église qui rythme les journées, les matines et les vêpres, et qui marque les étapes de la vie, du baptême à la mort, Baudelaire fait référence à un art atemporel, figé dans la répétition. L'adverbe fidèlement va dans le même sens. Cet art immuable des anciens s'oppose à l'art des modernes, qui s'inscrit au contraire dans l'éphémère, le fugitif. Le vieux soldat sous sa tente rappelle l'image de la cloche. En effet, les tentes militaires avaient depuis le Moyen-Âge une forme de cloche. Dans cette métaphore, la cloche et son cri deviennent une tente et son vieux soldat. Tous les 2 représentent l'art ancien et ont un point commun, ils sont fidèles au poste. Cette image démontre la volonté de Baudelaire de traduire toutes ces expressions poétiques par des allégories particulièrement élaborées. Le dernier tercet comporte une comparaison. La voix de l'âme du poète est comparée au râle d'un blessé. Le point commun entre les 2, c'est le fait d'agoniser. Dans cette comparaison finale, le poète constate l'asphyxie de son inspiration, étouffée par le spleen qui rend impossible le travail artistique. Et en même temps, par cette écriture symboliste, sophistiquée, Baudelaire montre que le spleen permet l'émergence de fleurs nouvelles. Notre poème participe à la volonté de Baudelaire de faire avec les fleurs du mal un manifeste esthétique du symbolisme. Nous avons donc 10 grands thèmes qui ressortent de notre analyse et qui vont nous aider à construire nos axes de lecture. Un moment de basculement, le spleen, un poème polyphonique, la vie, la mort, l'inspiration poétique, le travail de l'écriture, un manifeste esthétique, la querelle des anciens et des modernes, et une allégorie de l'expression poétique.
La première partie va couvrir les thèmes les plus évidents, les émotions et éventuellement le registre principal, mais il n'y en a pas ici. Je propose donc de centrer cette première partie sur le contraste entre la vie et la mort, en faisant ressortir le moment de basculement vers le spleen. On pourra intituler cette partie un moment de basculement vers le spleen, et on peut mettre sur le brouillon tous les éléments en bleu. La deuxième partie va nous permettre d'expliquer ce basculement comme une étape forcée de la création artistique, avec les différentes allégories qui conduisent le poète de l'inspiration exaltée au laborieux travail de l'écriture. Nous pouvons intituler cette deuxième partie une allégorie de l'écriture poétique, et sur notre brouillon on peut mettre tous les éléments qui correspondent en jaune. Troisième partie, quel est l'objectif de Baudelaire avec ce sonnet? Que cherche-t-il à faire? La dimension symbolique est au service d'un manifeste esthétique, avec diverses voix qui illustrent des moments de l'histoire des arts, et permettent à Baudelaire de développer ses propres conceptions esthétiques. Nous pouvons intituler cette troisième partie un manifeste esthétique sous forme de symbole, et on peut mettre en vert tous les éléments qui correspondent sur le brouillon. Si vous manquez de temps et que vous n'avez pas grand chose en deuxième et troisième partie, vous pouvez les fondre et rester sur un plan en deux parties, mais le correcteur se montrera alors plus exigeant. Vous voyez que mon plan suit une logique, un véritable raisonnement. Le basculement vers le spleen illustre un travail de l'écriture qui révèle des conceptions esthétiques novatrices. Avec ce plan, on tient déjà notre problématique. Comment cette allégorie de la cloche fêlée, illustrant le travail d'écriture du poète en proie au spleen, permet-elle à Baudelaire de construire un véritable manifeste esthétique? Et vous voyez que cette problématique articule nos trois parties, le basculement dans le spleen, l'écriture poétique et le manifeste esthétique, mais aussi le comment, le quoi et le pourquoi. Avant de passer à la rédaction, nous allons organiser chaque partie. D'abord pour la première partie, un moment de basculement dans le spleen, nous allons garder uniquement les éléments en bleu. Regardez, 3 sous-parties se détachent. Un moment de basculement, l'opposition entre la vie et la mort, le spleen. Vous pouvez réorganiser les arguments en supprimant les plus faibles et en gardant les meilleurs pour la fin. En effet, rien ne nous oblige à parler absolument de tout. Les grilles de lecture servent surtout à vous donner de la matière et à faire émerger les meilleures idées. Pour la deuxième partie, une allégorie de l'écriture poétique, nous allons garder uniquement les éléments en jaune. Nos 3 sous-parties apparaissent. Les allégories de l'expression poétique, l'inspiration et l'idéal, le travail de l'écriture. Je vous laisse ensuite réorganiser les arguments pour rendre le développement plus percutant. Pour notre troisième partie, un manifeste esthétique sous forme de symbole, nous gardons uniquement les éléments en vert. La polyphonie, la querelle des anciens et des modernes, un manifeste esthétique. Et on fait le ménage dans les arguments comme d'habitude. Nous sommes maintenant prêts à rédiger l'introduction et nous avons d'abord besoin d'une accroche en rapport avec notre développement. Je vous propose de commencer directement avec la notion de spleen. Baudelaire emprunte le mot spleen à l'anglais pour désigner une émotion de lassitude et de désespoir. Il renouvelle en fait le thème de la mélancolie, qui est très présent à travers l'histoire des arts. Ensuite, on situe et on présente le poème rapidement. La cloche fêlée est le 76e poème de la partie spleen et idéal dans Les Fleurs du Mal, et il précède 4 poèmes qui s'intitulent Spleen. Ce sonnet prépare et annonce l'arrivée de ce sentiment terrible. La cloche fêlée, c'est un peu le glas qui sonne la mort de l'inspiration exaltée. On passe à la ligne avec un alinéa et on recopie la problématique. Comment cette allégorie de la cloche fêlée, illustrant le travail d'écriture du poète en proie au spleen, permet-elle à Baudelaire de construire un véritable manifeste esthétique? On passe à la ligne avec un alinéa et on annonce le plan. D'abord, nous allons voir que la cloche fêlée représente un moment de basculement dans le spleen. Puis, nous verrons comment les diverses images de cloches illustrent une allégorie de la création poétique. Enfin, Baudelaire réalise avec ce sonnet un véritable manifeste esthétique sous forme de symbole. Je vous conseille de toujours utiliser des liens logiques pour annoncer chaque partie, dans 3 phrases différentes. N'hésitez pas à conserver ces tournures de phrases à la première personne du pluriel. Maintenant, nous sommes prêts à rédiger la conclusion. D'abord, on résume tout notre raisonnement, ce qui revient à répéter le plan de manière un peu enrichie. Nous avons vu que la cloche fêlée révèle un moment de basculement où Baudelaire part de l'émotion douce et amère de la nostalgie pour sombrer dans le désespoir le plus profond. C'est le moment de l'arrivée du spleen. À travers diverses allégories, les carillons, la cloche vigoureuse et enfin l'âme fêlée du poète, Baudelaire raconte le travail de l'écriture qui oscille entre l'inspiration exaltée et d'immenses efforts inutiles. Cette variété de voix qui traverse le poème révèle une opposition entre l'art ancien et la modernité que Baudelaire revendique à travers Les Fleurs du Mal. On peut enfin terminer avec une petite ouverture sur la réception des Fleurs du Mal à l'époque. Pour Baudelaire, la recherche de la beauté passe devant la vérité ou la morale. C'est d'ailleurs ce positionnement novateur qui choqua ses contemporains, au point que Les Fleurs du Mal furent l'objet d'un procès pour outrage à la morale publique. Je vous propose de regarder maintenant en description pour accéder à toutes mes ressources méthodologiques sur le bac de français. Au revoir.